Chronique historique en compagnie de Jérémy Rivard. Bien le bonjour, Jérémy. Bien le bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien, surtout qu'aujourd'hui, tu nous plonges la tête première dans la bête du Gévaudan. C'est parti, mon cher. Et là, on n'en a pas juste pour une chronique. On va rentrer dans le vif du sujet sur quelques semaines. Oui, quelques semaines, parce que c'est un sujet très complexe, la bête du Gévaudan. C'est une histoire qui s'est passée dans la seconde moitié du 18e siècle. Alors là, on parle des années 1700 et plus exactement à 1764 à 1767. Alors, 3 ans où est-ce qu'il va y avoir des attaques d'une bête mystérieuse, ok, une bête qu'on n'est pas capable d'identifier. Une bête qui a attaqué, selon les rapports, au-dessus de 200 personnes, a fait 100 victimes. Okay? Et malgré les témoins oculaires de la bête, on ne comprend toujours pas ce qu'était la bête du Gévaudan. Okay? Là, je vous parle un peu à quoi ça va ressembler ces 3 semaines-là, ces 3 chroniques-là. Là. C'est très intense. Okay? Ça commence justement à l'été de 1764 avec une jeune fille, une jeune bergère du nom de Jeanne Boulet. OK. Et puis, le Gévaudan, excusez-moi, mais le Gévaudan, c'est une région en France. OK. Juste pour vous c'est pour ça qu'on l'appelle la bête du Gévaudan. Le Gévaudan. Aujourd'hui, on appelle cette région-là la Lozère, mais au 18e siècle, c'est le Gévaudan, qui est situé dans le centre-sud, OK, de la France. Une région agricole, principalement composée justement de paysans, d'agriculteurs, etc. OK. Et puis, Jeanne Boulet est attaquée et est tuée par la bête du Gévaudan. On retrouve son corps plusieurs heures plus tard, mutilé, la gorge tranchée, ok, pareil comme si on y avait coupé la gorge. Ok, là je sais que c'est rough à matin pour commencer votre matin là. Prenez pas d'autres gorgées de café, vous risquerez de vous étouffer ce matin, ok? Alors, on trouve cette jeune fille-là mutilée, égorgée, etc. Et puis, pendant le reste de l'année, OK, là, on est à l'été, mais pendant le reste de l'année, on constate les dommages que la bête du Gévaudan a fait. On parle de loups, OK? Dans les premiers 6 mois, là, dans l'année 1764, on parle de loups, de plusieurs loups, etc., qui, dans le fond, qui seraient de toute évidence et bizarrement, anormalement violents, OK? Oui. Parce qu'un loup, on s'entend qu'un loup, ça peut attaquer des loups, mais quand ça se sent en danger, pas pour le plaisir de tuer comme ça, là, parce qu'ils ont pas le corps n'a pas été mangé, donc c'est vraiment tuer pour tuer. Exactement, parce que comme tu l'as si bien dit, il n'y a pas de consommation des victimes, il n'y a que des personnes qui se font attaquer et puis laisser sur place. Ok, c'est ça. Là. Si c'était un loup, eh bien, il y aurait peut-être, je sais pas moi, manger une partie. Ben oui. Exactement. Alors, on dénombre des dizaines de victimes dans les premiers mois de cette série d'attaques, ok, en 1764. Le Gévaudan est inaccessible l'hiver. C'est important de le dire. J'installe ça pour les prochaines chroniques. C'est inaccessible l'hiver. On n'est pas à une époque où est-ce qu'il y a des routes pavées. On est au 18e siècle. C'est des routes en terre. Le Gévaudan est très isolé. Le Gévaudan est une région montagneuse. Alors, c'est très difficile d'accès à partir de la fin de l'automne. Alors, dès le mois de novembre jusqu'au mois d'avril, eh bien, c'est impossible de se rendre au Gévaudan. Les habitants sont laissés à eux-mêmes. À l'automne de 1764, le roi Louis XV envoie le capitaine de milice Jean-Baptiste Duhamel pour traquer et tuer la bête Gévaudan, parce que même le roi a entendu parler de ces attaques-là, puis quand même, le roi est le protecteur de ses sujets, exactement, même si dans ce temps-là, on pourrait dire que les rois n'ont qu'à faire de leur sujet, mais quand même, on sent qu'il y a un danger, puis on veut régler le problème. Alors, il envoie Duhamel. Duhamel va organiser des battues. Qui, dans le fond, des battues, c'est une espèce de chasse à la gang, là, si je peux dire. Là. Alors, on se met quelques dizaines, quelques centaines de personnes pour chasser en même temps. Et puis, c'est ça, il va y avoir plusieurs centaines, voire des milliers de personnes qui vont participer à ces battues de 1764. Et puis, dans le fond, Duhamel va être incapable de trouver cet animal-là, mais qu'est-ce qui va être dommage, c'est qu'ils vont tuer des centaines de loups. Okay? Il va y avoir des centaines de loups qui vont être chassés
parce qu'on cherche un loup. OK, on cherche un loup toujours. Et puis, il va dire, Duhamel, quand il va retourner dans la région parisienne, il va dire « Cet animal est un monstre dont le père est un lion. Reste à savoir quelle en est la mère. » OK? Tellement qu'il se sent impuissant devant la situation. Il est incapable de trouver c'est quoi cette bête-là. Il tue des loups par dizaines, par centaines. Et puis, n'oubliez pas, les attaques continuent. Oui, c'est ça, les attaques continuent. Et on trouve jamais un loup soit disproportionné ou bizarre ou quoi que ce soit. On fait juste tuer des loups qui ont l'air normal, malheureusement, parce qu'on cherche justement cette bête-là mythique. Exactement. Ensuite, l'évêque de Mende. Mende, c'est une ville, dans le fond, à l'extérieur du Gévaudan, mais cet évêque-là s'occupe aussi du diocèse du Gévaudan. Est présent, justement, dans le Gévaudan. Il dit que c'est le diable qui a envoyé cette bête pour punir les habitants de leurs péchés. Okay. Alors, on sent que c'est une époque très superstitieuse, très croyante. Alors, les gens vont dire, on va se repentir parce que la bête est la créature du diable lui-même. Okay? En 1765, le roi de France va envoyer un louvetier, dans le fond, qui est un chasseur de loups, qui s'appelle le sieur d'Enneval et qui est réputé pour ses grandes connaissances, justement, sur les loups. Ces méthodes vont choquer les habitants du Gévaudan. Et puis, par exemple, je vais continuer sur l'histoire de Denneval la semaine prochaine. Mon cher Simon, je vais arrêter là parce que Denneval, vous allez voir, il a vraiment des méthodes assez peu orthodoxes. Voilà. Alors, voilà pour cette introduction de la bête du Gévaudan. Je vous invite à aller aimer la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon pour nous encourager financièrement à l'aide pas à l'aide, mais à hauteur de 2$ par mois. C'est le prix d'un café au dépanneur, voilà. Eh bien, c'est le patreon.com/SLTDH. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard. Bien le bonjour. Bien le bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Deuxième d'une série de 3 ou 4 sur le monstre, la bête du Gévaudan. Absolument. On s'était laissé la semaine passée, juste avant que tu nous parles de ce personnage mythique qui a été engagé pour chasser le Gévaudan. Oui, alors je vous rappelle un peu la bête du Gévaudan. C'est une bête mythique qui a semé la terreur dans la région du Gévaudan entre 1764 et 1767. Qui est dans le centre-sud de la France. Centre-sud de la France, un peu dans les montagnes au-dessus de la ville de Marseille, etc. Okay. Et puis, justement, ce personnage qui est engagé pour aller traquer et chasser la bête du Gévaudan, mettre fin à ce carnage, c'est le sieur d'Enneval, qui est un louvetier, qui est un louvetier très, très reconnu dans la région parisienne. Et puis, Louis XV se dit, c'est l'homme qu'il faut, on l'envoie dans le Gévaudan, puis lui, il va le régler le problème. Mais comme je disais la semaine dernière, les méthodes du sieur d'Enneval sont vraiment étranges et à discuter. Prends pas un petit piège avec un morceau de fromage, là. Non, absolument pas. Okay? Parce que lui, le sieur d'Enneval, justement, c'est un chasseur de loups. Se sert normalement des proies qui ont été tuées pour attirer la bête et puis, dans le fond, empoisonner. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il empoisonnait les cadavres, si on veut, d'animaux pour attirer la bête. Et puis, ce cher sieur, voilà, ce cher sieur d'Enneval se dit, je vais faire la même chose avec la bête du Gévaudan. Alors lui, quand il va y avoir des attaques, des morts, des morts d'enfants, de jeunes femmes et même d'hommes un petit peu, mais ça, je vais revenir peut-être la semaine prochaine là-dessus. Eh bien, il se dit, je vais prendre les victimes, les empoisonner, et puis avec ça, on va attirer la bête du Gévaudan, le loup, parce que lui, il est certain que c'est un loup, c'est un louvetier. Alors, il se dit, on va faire ça. Imagine, toi, Simon, admettons que ton enfant ou ta conjointe vient d'être tué par la bête du Gévaudan, que son corps, son cadavre soit utilisé de la sorte. C'est vraiment, en plus, dans une région très, très, très superstitieuse, croyante, où est-ce que quand, justement, il y a mort d'homme, eh bien, on fait des funérailles tout de suite, etc. Ça devait être très mal vu. Imagine. Okay? Et vraiment pas accepté. Vraiment pas accepté. Et même aujourd'hui, on trouve que c'est inacceptable.
acceptable. Alors, il va y avoir beaucoup de plaintes qui vont s'accumuler contre le sieur de Neval. Et puis, le roi va le rappeler et puis envoyer un troisième homme que lui va s'appeler François-Antoine. Qui est un porte-arquebuse. C'est quelqu'un qui est dans l'armée française, qui est porte-arquebuse. Et puis, François-Antoine va faire la même chose que le sieur de Neval. Il va organiser des battues. Il va organiser des battues pour pouvoir chasser et traquer la bête. Va tuer lui aussi à son tour des dizaines, voire des centaines de loups. Et puis, ça va rien faire, mon cher Simon. Aucun résultat, malheureusement. Aucun résultat. Et pendant ce temps, les attaques, les victimes continuent à s'accumuler. Là, on se demande vraiment, est-ce que c'est une créature démoniaque? C'est-tu le diable en personne qui est en train de faire le ménage du Gévaudan? Parce que là, la bête est introuvable. On tue des loups, puis ça continue, ça n'a aucun bon sens. Et il va y avoir une attaque, celle-là qui est vraiment étrange, l'attaque de Marie-Jeanne Vallet, qui est une jeune bergère aussi. C'est pas mal des jeunes filles, enfants qui se font attaquer, qui sont aussi victimes. Mais elle va réussir à s'en sortir. Tiens donc. Oui, elle va blesser la bête du Gévaudan, Et puis elle va avoir un récit très 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 détaillé de ce qu'elle a vu parce qu'elle s'est battue contre la bête du Gévaudan. Elle va la décrire comme un hybride. Elle dit c'est pas un loup, c'est gros comme un loup, ça ressemble à un loup, mais elle dit c'est pas un loup, on dirait un gros chien de berger. Elle la décrit aussi comme étant protégée par une cuirasse. Pareil comme si on y avait mis à la bête du Gévaudan une espèce de pas de carapace, mais d'armure, pareil comme pour la protéger, etc. Alors, elle va amener ça, et puis c'est certain que les autorités vont prendre note. Vont en prendre note. Puis en même temps, on se dit, est-ce que son récit est valable? Elle est complètement traumatisée, la jeune. Alors, on prend ça en note, etc. C'est pas un loup, ça ressemblerait pas à un loup. Et puis elle dit à 100%, je suis sûr que c'est pas un loup. Mais malgré tout, on va continuer à chercher un loup. Parce qu'on se dit, là, on va regarder les chiens des habitants, etc. Ça ressemble à quoi? On va faire un peu une espèce d'inventaire, etc. Mais on va continuer à chercher un loup. Le 20 septembre 1765, Antoine est informé, le chasseur, justement, le porte-arquebuse, il va être informé de la présence d'un énorme loup qui se trouve près de l'abbaye des Chazes. C'est un endroit dans le Gévaudan. On lui dit, il y a un énorme loup qu'on a vu là-bas. Il est énorme. Là. Tu croiras même pas à ça. Allez voir ça parce que on l'a vu ça pourrait être la bête du Gévaudan. Ça pourrait être la bête du Gévaudan. Il est tellement gros, ça se peut pas. Et puis, il va s'y rendre et il va tuer la bête, un loup de 130 livres. Une énorme bête. Il va l'empailler, et l'amener à Louis XV. Et puis, avec la chasse de ce gros loup, par François-Antoine. On va penser qu'on a tué la bête du Gévaudan. Ben oui, c'est fini. Le roi va organiser une fête avec sa cour, avec le loup empaillé, naturalisé. Mais ça va continuer et on en reparle la semaine prochaine, mon cher Simon, parce que même malgré la mort de ce loup-là, ça va continuer, mais on en parle la semaine prochaine. Je vous invite une autre fois à aller aimer la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre profil, notre page Patreon, le patreon.com/SLTDH. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Chronique historique en compagnie de notre historien préféré, Jérémy Rivard. Jérémy, troisième d'une série de quelques chroniques. Troisième déjà? Déjà la troisième sur la mythique bête du Gévaudan. Absolument. On a fait le début en parlant un peu d'une bête qui a fait des ravages dans les années 1764 à 1767. T'es bon, tu t'en souviens? Oui, effectivement. Dans le centre-sud de la France, dans une région montagneuse qui est isolée complètement l'hiver parce que non accessible. Là, il y a eu certains chasseurs qui ont été engagés pour essayer de tuer cette bête-là qui aurait été peut-être décrit comme un loup.
malheureusement, ça n'a pas fonctionné. 2 puis 3 chasseurs et troisième chasseur, comme tu nous en parlais, qui pensait avoir tué la bête du Gévaudan, qui ont trouvé un très gros loup de 130 livres, l'ont ramené à Louis XV et quelque temps plus tard, on a découvert que les massacres continuaient. On était rendu là. Puis justement, ces 3 personnages engagés par Louis XV sont premièrement Duhamel, ensuite Sieur de Neval et le dernier, François-Antoine, que justement, tu viens de le dire, a tué un loup, je vous rappelle, de 130 livres. Alors, c'est du bétail. Oui. Okay? C'est vraiment un énorme loup. On se dit, à cette grosseur-là, c'est impossible que ce soit pas lui. Exactement. Okay? C'est la bête Gévaudan. On l'amène à Versailles, naturalisé, présenté dans une fête somptueuse avec Louis XV et sa cour, sa garde rapprochée. On fête, la bête Gévaudan est tuée. Ça recommence quelques semaines plus tard. Okay? Ça arrête pas. Ça arrête toujours pas. C'est d'autres personnes qui sont retrouvées mortes, mutilées là, par une bête comme ça, que ce soit des jeunes femmes ou des enfants. Donc, puis je vous rappelle, les attaques de la bête du Gévaudan, c'était pas des gens qui attaquaient où est-ce qu'il manquait un morceau de chair, etc. Là. C'est principalement des blessures au cou. OK? Oui. Et puis, les blessures, c'est pas du mâchouillage là, d'animal. c'est on dirait griffé ou coupé. C'est coupé. On sait que c'est une bête parce qu'il y a des témoins oculaires qui voient la bête, mais en même temps, c'est pareil comme si c'était coupé au couteau, Simon. Oui. C'est vraiment, vraiment étrange. Et parce que la bête ne mange pas les corps, on sait que c'est pas de la chasse pour se nourrir, c'est de la chasse pour tuer. Pour tuer, pour le plaisir, absolument. Là. Puis de peut-être penser qu'un loup tue pour le plaisir, ça fonctionne pas. Puis ceux qui font de la trappe, ceux qui connaissent justement la chasse au Témiscamingue, vous savez, le loup, si vous rencontrez un loup seul, c'est bien rare qu'il va essayer de vous attaquer. En meute, c'est différent. OK? C'est vraiment différent. Et puis, je reviens un peu, qu'est-ce qu'on sait de la bête du Gévaudan? OK? La bête du Gévaudan, selon le récit de Marie-Jeanne Vallée que j'ai parlé la semaine dernière, Simon, cette fameuse petite bergère d'à peu près 14-15 ans, OK? Une adolescente qui s'est battue contre la bête du Gévaudan, a réussi à la piquer avec son bâton de bergère dans la poitrine, dans le fond. Et en est sortie vivante. Et en est sortie vivante. La bête a été blessée un petit peu, mais en sentant que justement qu'elle a été blessée, s'est sauvée dans la forêt. Marie-Jeanne Vallée, la semaine dernière, j'ai oublié de dire, Simon, comment elle l'a décrit. Oui. Okay? Parce qu'elle l'a vu, etc. Elle l'a dit que ça ressemblait à un gros chien de berger, ça je l'avais dit, qu'elle était sûre à 100% que c'était pas un loup, que la bête avait le poil roux. OK? La poitrine blanche, comme une espèce de grosse tache blanche sur la poitrine, et puis que sa mâchoire était carrée. Ce qui n'est pas la description d'un loup. C'est pas la même affaire du tout. Et puis, il faut pas faut pas oublier que les gens du Gévaudan savent c'est quoi un loup. Ils en voient au quotidien, là, depuis des générations, depuis des siècles, voient des loups dans le Gévaudan. Ils savent exactement c'est quoi un loup. Alors, si on dit non, c'est pas un loup, ça ressemble, on dirait un chien, mais ça, mâchoire carrée, poil roux, etc. Alors, mais quand même, comme j'ai dit, on continue de chasser le loup. Et puis, on va interdire, suite à la chasse du gros loup de François-Antoine, je reviens là-dessus, suite à cette chasse-là, on va interdire, dans le fond, c'est l'ordre du roi, on va interdire dans les journaux de Gévaudan, dans les journaux du pays, du royaume tout entier, de parler du Gévaudan. C'est fini. On n'en parle plus. On veut plus de chroniques. On veut canceller le règne de terreur. On cancelle le Gévaudan au cas où. OK? Parce que, c'est ça, malheureusement, ça va continuer, ces attaques-là. Et puis, c'est ça, on veut étouffer l'affaire. En 1767, OK? Là, justement, on ne parle plus de la région du Gévaudan, mais pendant 2 ans, les morts s'accumulent. On est rendu à près de 120 victimes. OK? On est proche de la fin. Il y a un homme qui s'appelle Jean Chastel, OK? Qui est un homme du Gévaudan et qu'on surnomme affectueusement le fils de la sorcière. OK. Jean Chastel, qui est un homme qui reste dans les bois, vraiment reclus du reste de la société avec ses 2 fils. On dit qu'il est le fils d'une sorcière, justement, qui restait au même endroit avant lui, dans le fond. Et puis, lui, il va décider, Jean Chastel, de fondre des médailles de la Vierge Marie et d'en faire des balles.
OK? Et puis, il décide, ce Jean Chastel, d'aller tuer la bête du Gévaudan. Il veut terminer cette histoire que je vais continuer la semaine prochaine, mon cher Simon. Mais oui, on va décrire un peu cette épopée de Jean Chastel la semaine prochaine. Ça va être la dernière chronique sur la bête du Gévaudan. Mais en attendant, vous pouvez venir voir notre page Facebook, aimer notre page Facebook sur la Terre des Hommes podcast, notre Patreon, patreon.com/SLTDH pour nous encourager à hauteur de 2 $ par mois. Et puis, je vous dis à tout le monde et à toi, mon cher Simon, à la semaine prochaine. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard. Bien le bonjour. Salut mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va très bien parce qu'enfin, cette semaine, on va terminer notre épopée de 4 semaines sur la bête du Gévaudan. Oui. On va connaître les conclusions de cette histoire mythique-là qui s'est passée entre 1764 et 1767 dans le centre-sud de la France. Exactement, ça va finir par finir, hein, c'est cette histoire-là. C'est tellement intéressant, c'est tellement mythique. Wow, oui, là, tu sais. Ça fait au-dessus de 250 ans, cette histoire-là. Oui, ça va finir par finir, cette histoire d'attaque meurtrière sur des jeunes femmes, surtout des enfants. Il y a quelques hommes. C'est pour ça qu'on trouve ça bizarre. Pourquoi c'est juste des enfants puis des femmes? Des adolescents qui sont attaqués, c'est vraiment étrange. Il n'y a pas d'hommes vraiment qui disent même avoir vu la bête Gévaudan. On dirait que la bête apparaît seulement aux enfants et aux femmes. C'est vraiment étrange. Mais revenons à la fin de la dernière chronique, mon cher Simon. Je parlais de Jean Chastel. Oui. Dit le fils de la sorcière, tu te rappelles? Oui. Oui. Jean Chastel décide un bon matin que c'en est fini de la bête Gévaudan. Une bête qu'on chasse depuis 1000 jours. 1000 jours, je vous rappelle. Presque 3 ans. Ouais, et lui dit, c'est un matin que ça se passe. Alors, Jean Chastel s'est préparé avec des médailles de la Vierge Marie fondues qu'il a, dans le fond, il a fait des balles avec ça. Il les a transformées en balles. Oui, en balles, il les a bénites et puis part à la chasse de la bête du Gévaudan. Alors, il dit que, justement, Dieu est avec lui et avec ça, c'est sûr que la bête va mourir. Alors, il va être accompagné de plusieurs personnes, ce Jean Chastel, dans cette chasse ultime, oui. Dont le marquis d'Apcher. Okay, qui est un jeune noble. Apcher, dans le fond, c'est un endroit dans le Gévaudan. Le fils d'un noble du Gévaudan qui s'appelle le marquis d'Apcher. Et puis, on raconte que miraculeusement, Simon, ils sont tombés face à face avec la bête Gévaudan. Enfin, ils ont pu le voir. Bête qui, je vous rappelle, 1000 jours, OK, 1000 jours qu'elle n'est jamais apparue devant un homme. Exactement. OK, un gars. Jamais. Et ce matin-là, arrive dans le bois, elle est là. C'est bizarre. C'est bizarre, tellement bizarre que la bête Gévaudan, selon les témoins, les autres hommes qui sont là, auraient vu les hommes marcher vers elle, surtout avec Jean Chastel qui s'est avancé un peu plus loin, aurait vu Jean Chastel et se serait assise par terre. OK? Et Jean Chastel aurait dit tu n'en tueras point d'autre, lui a tiré une balle directement dans la tête. OK? Et ça a été fini. C'était la bête Gévaudan, elle était morte. Mais pourquoi que pendant 1000 jours, on a eu des battues? Je vous rappelle les dernières semaines, là, des milliers d'hommes en battus se sont promenés en forêt dans le Gévaudan, n'ont jamais rien vu, ont tué des centaines de loups, ont accumulé des loups comme ça se peut pas. Un matin, Jean Chastel, dit le fils de la sorcière, dit c'est un matin que ça se passe. Ils s'en vont dans un endroit donné. Elle est là, on dirait qu'elle attend. Je aperçois Jean Chastel, s'assit et se fait tirer. C'est vraiment, vraiment très étrange. Et puis, dans le fond aussi, je veux parler aujourd'hui des hypothèses, puisqu'on ne va pas échelonner ça sur une 5e semaine. Non. Mais justement, quelles sont les hypothèses de l'identité de la bête Gévaudan? Parce que là, on parle, les hommes l'ont vu. OK, finalement, ce n'était pas un loup. On ne sait pas c'est quoi. OK, même les hommes qui étaient là avec Jean Chastel, ils l'ont vu, ont eu le temps de pas donner une description exacte de la bête. C'était pas un loup, Simon. Mais
encore aujourd'hui, on n'a pas les ossements, parce qu'avec les ossements en 2022, on serait capable de dire, OK, c'était ça. Mais non, la bête aurait été enterrée en forêt. Et puis, ça aurait été fini. On a ramené, dans le fond, la bête à Paris, au roi, et puis elle aurait été enterrée en forêt près de Versailles. Alors, l'hypothèse du loup, on l'oublie. Okay? Les hommes qui étaient là avec Jean Chastel, c'était pas un loup. On l'a regardé, c'est pas un loup. Premièrement, aussi, l'aspect physique, mais la bête Gévaudan chassait seule, n'était pas accompagnée de d'autres semblables, alors ce n'était pas un loup. La description qu'on en a fait ne ressemble pas à un loup, la mâchoire carrée, le poil roux, la poitrine blanche, comme j'ai dit il y a 2 semaines, je crois, une longue queue qui fouette l'air. Un loup ne fait pas ça. Ensuite, l'autre théorie, ce serait la hyène. Une hyène qui est un animal africain, je vous rappelle. Qu'est-ce qu'une hyène ferait au Gévaudan? Dans l'Europe du Nord, exactement. En Europe, c'est impossible. Ça serait, si c'est une hyène, et puis ça, c'est il y a quelques historiens qui penchent vers la hyène. À cette époque-là, les nobles aiment avoir chez eux une ménagerie. Une ménagerie, c'est comme un petit zoo privé, OK? Et puis, avec la colonisation de l'Afrique, la colonisation de l'Amérique, eh bien, on amène des animaux, exactement. On va amener des animaux de ces continents-là, des animaux exotiques pour eux autres. Tu sais, imagine, tu amènes un orignal en France, ils vont dire, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette patente-là? Mais là, on pense qu'une hyène d'une ménagerie donnée se serait enfui et aurait causé les carnages dans le Gévaudan. OK? Alors, ça c'est la théorie de la hyène. Et puis, la théorie qui, presque 90% des gens disent, c'est ça, c'est vraiment, c'est sûr que c'était ce genre d'animal-là. Celle qui serait la plus plausible. Oui, c'est l'hybride, OK? Un chien mélangé avec un loup. Alors, un hybride chien-loup. C'est l'hypothèse qui tient le plus la route. Un hybride peut-être abandonné, un chien peut-être qui aurait été abandonné, oui, par ses maîtres et qui se serait accouplé avec un loup. C'est possible. C'est possible. Et puis, je reviens avec le témoignage de Jeanne Vallée qui a dit elle-même que ça ressemblait à un gros berger, un gros chien de berger. Alors, un berger allemand, on ne sait pas, mais ça ressemblait à un chien de berger. Et il y a une autre théorie, mon cher Simon. Tu te rappelles qu'on parlait de la gorge tranchée de nette, que les cadavres de la bête du Gévaudan laissés sur son passage n'étaient pas mâchouillés. Désolé, c'est très graphique pour ce matin, mais quand même. On parle peut-être aussi de l'hypothèse tueur en série aidé d'un chien. OK? Aidé d'un hybride. Un chien, un hybride qui aurait été entraîné à tuer. On a recensé avant 1764 des disparitions d'enfants. OK? Avant les attaques du Gévaudan, dans les 5 années précédentes, on a plusieurs disparitions d'enfants qui ont jamais été expliquées. Est-ce qu'un homme, quelqu'un de dérangé, aurait capturé des enfants pour entraîner cette bête-là à attaquer des enfants et des jeunes filles? C'est une théorie qu'on ne met pas de côté, malheureusement, l'hypothèse du tueur en série. Et puis, je vous laisse avec un détail qui vient appuyer l'histoire du tueur en série. Dans le fond, il y a eu plusieurs victimes de la bête Gévaudan qui ont été retrouvées nues et leurs vêtements étaient pliés à côté. Est-ce qu'un animal aurait été capable de faire ça? Je ne crois pas. Alors voilà, c'était l'histoire de la bête du Gévaudan. Alors, il n'y a pas de réponse, mon cher Simon. Tout le monde pense à un loup, pas un loup, mais à un hybride chien-loup, mais il ne faut pas mettre de côté le tueur en série avant même que le terme tueur en série n'existe. Oui. Alors voilà. Alors j'espère que vous avez aimé cette histoire de la bête Gévaudan. Il en resterait beaucoup à dire, mais peut-être qu'un jour je vous amènerai d'autres détails. Alors n'oubliez pas d'aller aimer notre page Facebook, le Sur la Terre des Hommes podcast. Et puis, notre page Patreon pour nous aider, nous encourager un peu financièrement à hauteur de 2 $ par mois avec le patreon.com/SLTDH. À la semaine prochaine, tout le monde.
Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Jérémy. Bonjour, mon cher Simon. Bon matin. Comment vas-tu? Hey, ça va super bien ce matin. Aujourd'hui, de quoi est-il question? Ben, premièrement, ça fait 2 semaines, 2 semaines que j'ai pas fait de chronique historique. C'était un addon comme ça, malheureusement, où c'était pas possible. C'est plus parce que ce n'était pas possible, parce que j'étais vraiment débordé. On a essayé de se rencontrer, parce que des fois, on préenregistre, etc. Mais là, c'était vraiment impossible. Et puis, c'est ça, cette semaine, on va y aller avec la conquête du Nord. Alors, on parle surtout de l'Abitibi. Ah, OK. Je pensais que tu étais pour parler de Game of Thrones, mais non, mais je comprends le Nord, pas le Nord dans imaginaire, le vrai Nord, l'Abitibi. Ouais, le True North, le Toronto, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, je veux parler de l'Abitibi ce matin parce que, dans le fond, ça n'a pas été colonisé en même temps que le Témiscamingue. Hein. Le Témiscamingue, c'est plus vers la fin des années 1800 avec Ville-Marie, 1886, etc. Il y en a plusieurs qui pensent que l'Abitibi est plus vieille que le Témiscamingue, mais absolument pas. C'est le Témiscamingue qui a été colonisé en premier, puis ensuite... De loin, on parle de quasiment un bon 40 ans. Là. Comme il faut. Si on parle de Ville-Marie et puis après ça, mettons Rouen, etc., on parle de 40 ans. Mais dans le fond, pour l'Abitibi, c'est surtout, on va commencer ça en 1898. Parce qu'avant 1898, le territoire de l'Abitibi ne fait pas partie de la province de Québec. Non. OK, ça fait partie de ce qu'on appelle les terres de la Reine. Oui. OK, alors c'est comme un peu dans les territoires du Nord-Ouest, etc. Alors, en 1898, la province de Québec va avaler l'Abitibi, si on veut. Et puis, comme ça va être plus facile de développer et d'occuper le territoire, contrairement à avant, où est-ce que c'était des compagnies forestières, etc. C'est ça, il y a grand à défricher, là, on s'entend, il y a beaucoup de belles terres là, en Abitibi. Là. Exactement. Bien, justement, pourquoi qu'on a voulu coloniser l'Abitibi? Ben, tu devineras qu'on pense surtout au début des années 1900 à l'agriculture, oui, aux forêts. Les forêts, ça fait 50 ans qu'au Témiscamingue, on exploite ça. On pense principalement à la forêt. Et après ça, quand le bois va être coupé, eh bien, de l'agriculture. Oui. Mais, oui, ça a été ça un peu quand on parle de la Sarthe, Abitibi-Ouest. Mais c'est surtout le domaine minier qui va dominer. Là. Ben, après avoir défriché, arraché les arbres, les souches, il y en a quelques-uns qui ont creusé. Mm-hmm. Ah, tiens! Dont un certain Edmund Horne, dans les années 1900, à peu près 1915-1920, va arriver dans le comté de Rouen, le canton de Rouen, excusez-moi, et puis va découvrir un filon de cuivre gros comme la place Ville-Marie à Montréal. Ça a l'air qu'il est en train de se creuser un carré de sable pour ses enfants, puis là, ben, il y a des... Ah, tiens, il a trouvé ça. Du cuivre, tiens donc. Non, c'est vraiment énorme. Tu sais, ça va faire l'objet d'une chronique éventuellement. Ben oui. Cette aventure d'Edmund Horne, comme la fonderie Horne, dans le fond, ça pourrait faire l'objet d'une chronique. Mais c'est ça, dans le fond, pour l'occupation du territoire au début de l'Abitibi, eh bien, on entreprend la construction d'un chemin de fer qui s'appelle le National Transcontinental, qui va passer par la région pour se rendre jusque dans l'Ouest canadien. Et puis, comment ça va marcher? C'est qu'il y a des gens qui vont partir de l'Ouest canadien, d'autres vont partir de l'Est du Canada, et puis vont se rejoindre à un endroit qu'on va appeler après ça Sainte-Terre. Tout simplement. Tout simplement. Alors, à Sainte-Terre, les deux tronçons vont se rencontrer. Et puis, après ça, quand le chemin de fer va être construit, eh bien, tu devineras que c'est facile, après ça, d'implanter des villages, tu sais, etc. Et puis, c'est ça, dans le fond, le chemin de fer, c'est essentiel à la colonisation dans ce temps-là. On ne parle pas encore de route de gravel, de route asphaltée, c'est vraiment le chemin de fer. Des villages, des villes vont être fondées sur le tracé. On parle bien, des 3 premières, La Sarre, Amos et Sainte-Terre, bien sûr. Oui. Et puis, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, on parlait d'agriculture, de forêt, etc. Amos, surtout réputé pour la forêt. Dans les années qui vont suivre, Sainte-Terre aussi. Et puis, à La Sarre, on va se rendre compte qu'il y a un potentiel agricole, comme au Témiscamingue.
Ils ont un microclimat particulier à la Sarre. Exactement. Et puis, c'est moins rocheux. Oui. C'est moins rocheux qu'à Rouyn, Val-d'Or, Malartic. C'est complètement différent. Le nord, c'est ça, le nord-ouest de l'Abitibi, ça ressemble un peu au Témiscamingue de ce côté-là. Et puis, c'est ça, dans le fond, malgré son caractère nordique, le gouvernement du Québec, aidé du clergé, va quand même essayer d'implanter l'agriculture un peu partout en Abitibi, ce qui va se faire avec peine cette fois-ci, pas ça sans sera pas peine. facile, oui, c'est ça. Exactement. Et puis, comme j'ai dit tantôt, à part la Sarre... À part de la ville de la Sarre, eh bien, c'est surtout le potentiel forestier et après ça, le potentiel minier qui va retenir l'attention. Du côté de l'Abitibi. Exactement. Et puis surtout, quand on parle d'Abitibi-Ouest, c'est un territoire moins accidenté, hein, comme on a dit, moins rocheux, plus facile de pratiquer l'agriculture, des plateaux un peu comme au Témiscamingue, etc. Et puis, il va y avoir 49 cantons qui vont être créés en Abitibi. Quand même. Et puis, ils vont être nommés en l'honneur de soldats de soldats de la guerre de conquête, de soldats français de la guerre de la conquête. Et puis, après ça, quand on va incorporer, justement, quand on va avoir fini d'incorporer l'Abitibi, eh bien, la frontière québécoise, la frontière nord, ça va être à partir de la rivière Eastman, contrairement à avant, où est-ce que ça s'arrêtait au canton de Rouyn, alors le nord du Témiscamingue. Ça va s'arrêter à la rivière Eastman au nord. Ça va être agrandi là, de beaucoup. Exactement. Et puis, c'est ça, dans le fond, c'est la ligne de partage des eaux qui se trouve au beau milieu de l'Abitibi, ce qui va amener, dans le fond, le flottage du bois. Ça va être plus facile du côté forestier de mettre le bois sur les rivières et puis de le faire descendre tranquillement, pas trop vite, vers le Témiscamingue et du Témiscamingue vers la région métropolitaine. Et puis, voilà, mon cher Simon, pour cette semaine. Et puis, la semaine prochaine, je vais être là. La semaine prochaine, on va parler encore de la conquête de l'Abitibi, mais plus des années 1950, etc. On va monter dans le temps un petit peu. Exactement. Et puis, avant de quitter, juste rappeler que nous avons une page Facebook, et quand je dis « nous », c'est pas juste moi que je parle de moi, la première personne du pluriel. Dans le fond, moi, Jonathan le prof, avec « Sur la Terre des Hommes », alors la page de Facebook « Sur la Terre des Hommes podcast ». On a un podcast d'histoire, je vous rappelle. Et puis, notre Patreon, si vous voulez nous encourager un peu financièrement à hauteur de 1-2 $ par mois, je répète par mois, eh bien, c'est le patreon.com/SLTDH. Alors, à la semaine prochaine, mon cher. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour, mon cher. Bonjour, mon cher Simon. Bon matin, comment vas-tu? Ça va très bien. Ce matin, on poursuit notre épopée de la conquête du Nord. Oui, absolument. De l'Abitibi. Hein? On avait surtout parlé de cette belle conquête-là dans les années... On parlait la semaine dernière des années 1900, 1910, 1920. Voilà. À peu près, on était rendu aux années 1920 environ. Là. Oui. Ouais. Et puis, dans le fond, c'est ça. La semaine dernière, il y a eu un petit lapsus, une petite erreur, mon cher Simon. Mais qui n'en fait pas? Ben, c'est ça, qui n'en fait pas? Surtout moi, j'en fais vraiment souvent. Ça te rend tellement plus humain, parce que sinon, t'es comme un dieu. Hein? Ah ouais? Ah, mais merci. Mais... merci. Mais non, ça, aujourd'hui, on va parler encore des années 1910, 1920, mais plus en détail, parce que la semaine dernière, on avait parlé des raisons pourquoi pas nous, là, parce que nous sommes Témiscamingiens, mais pourquoi les premiers Abitibiens, justement, sont allés en Abitibi pour coloniser ce territoire. Oui. On a parlé au début d'agriculture, bien sûr, parce que le clergé, le gouvernement voulait, surtout le clergé voulait mettre de l'avant l'agriculture, mais aussi le domaine forestier qui est florissant au Témiscamingue, au sud, depuis, à cette époque-là, depuis à peu près une 50aine d'années, voire plus, quasiment 60 ans. Et bien sûr, le domaine minier qui va embarquer dans les années 1920. Et puis, dans le fond, on va décrire un peu aujourd'hui le contexte économique, industriel de l'époque. Au début du 20e siècle, l'industrialisation, oui, est en plein essor et on a besoin de matières premières. Alors, c'est pour ça que, justement, on ouvre des régions de colonisation, que ce soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les années 1800, à peu près 1820, 1830, la Haute-Mauricie, les Hautes-Laurentides, etc. Et puis, arrive, après ça, justement, le Témiscamingue, l'Abitibi. C'est surtout pour les matières premières, comme le bois
les mines aussi. Et Dieu sait que du bois, il y en a ici. Là, justement. Entre 1880 et 1920, là, c'est plein. Exactement. Et puis, surtout, une essence d'arbre qui est très importante pour le domaine forestier à cette époque-là, c'est le pin. Okay? Le pin blanc. Et puis, je fais un peu un petit aparté en revenant au Témiscamingue, mais au Témiscamingue, qu'est-ce qui a attiré les premiers investisseurs forestiers, les premiers exploitants? Eh bien, c'est la quantité énorme de pin que nous avons au Témiscamingue ou que nous avions, parce qu'aujourd'hui, oui, on en voit encore, mais ça a l'air que dans le temps, c'était vraiment majestueux, la quantité de pain que nous avions. Et là, je ne parle pas, bien sûr, d'une prochaine chronique qui va être sur la boulangerie, comment ça s'appelait, la boulangerie là, proche du Carrefour Jeunesse Emploi? C'est pas La Croix, c'est... t'en souviens-tu? Non, t'en souviens pas, plus. Malheureusement. Mais on va faire... On va revenir. Alors, pour revenir à l'Abitibi, la colonisation de l'Abitibi débute officiellement vers 1912. OK? Et puis, sa colonisation est vraiment différente de celle du Témiscamingue. Le gouvernement va beaucoup plus investir, va beaucoup plus être, dans le fond, il va beaucoup plus intervenir, si je peux dire, dans la colonisation de l'Abitibi, plus que le Témiscamingue. Là, je vous ramène, il y a plusieurs mois, OK, plusieurs chroniques, quand on parlait du Témiscamingue, c'était surtout le clergé, les communautés religieuses, etc. Mais pour ce qui est de l'Abitibi, ça va, justement, il va y avoir beaucoup d'investissement du côté du gouvernement. On a parlé du chemin de fer la semaine dernière. Oui. Mais aussi bientôt les routes et surtout une route que l'on connaît beaucoup. Hein, ceux qui sont en Abitibi surtout prennent le parc, hein, la route du parc. Eh bien, cette route-là, justement, va s'en venir très bientôt. Et puis, en 1898, j'en parlais la semaine dernière, en 1898, l'Abitibi est intégrée au Québec. Oui. Et puis, c'est à partir de là que le gouvernement va plus intervenir. Comme j'ai dit la semaine dernière, construction d'un nouveau chemin de fer, le transcontinental, d'un bout à l'autre du Canada, ou comme disait l'ancien coach du Canadien, Claude Ruel, Piton Ruel, d'un Atlantique à l'autre. Oui, d'un Atlantique à l'autre. Oui, hein, voilà. Alors, le tracé... Il était bon en géographie, lui. Hein? Oui, vraiment. Alors, un chemin de fer d'un Atlantique à l'autre, mon cher Simon. Et puis, le tracé va passer au beau milieu de l'Abitibi et on va voir les fondations des villes de La Sarre, d'Amos et Sainte-Terre. En 1913, les deux parties du chemin de fer se rencontrent à Sainte-Terre, comme j'ai dit aussi la semaine dernière. Et puis, c'est là que la grande aventure abitibienne commence parce que le chemin de fer va faciliter le transport, de marchandises, de colons, mais aussi, surtout, comme je dis, justement, des marchandises pour la colonisation, alors des instruments aratoires, puis tout ça. Ouais. Fait que ça va être bien plus facile qu'au Témiscamingue, avec le fameux météore, avec des bateaux. Ben là, le chemin de fer se rend directement, on s'en va de Montréal, et puis on s'en va en Abitibi, on arrive à Sainte-Terre, on débarque le stock, puis on vire de bord, puis c'est fini. Fait que c'est vraiment plus facile. Pas facile, tu sais, on s'entend que les colons ont dû défricher comme des diables. Une fois que c'est défriché, c'est devenu un trajet, un moyen de transport beaucoup plus rapide et efficace que le bateau. Oui. Que le bateau, ou bien de se promener, d'avoir de prendre le cheval, etc. C'est ça. Alors, les colons vont subvenir à leurs besoins en vendant le bois qu'ils vont couper sur leur terre, bien sûr. Alors, c'est comme ça une première forme d'économie en Abitibi, justement, le commerce du bois. Et après ça, certains colons vont s'essayer en agriculture, mais on s'entend que dans le coin de Rouyn-Val-d'Or, ça marchera pas ben. En hiver, pour les agriculteurs qui, l'été, font de l'agriculture, justement, les chantiers forestiers vont les attendre. Alors, ces colons-là, ces agriculteurs vont aller travailler sur des chantiers forestiers en hiver, un peu comme les agriculteurs du Témiscamingue. Oui. Un peu le même phénomène qu'on voit en Abitibi. Et puis, le gouvernement investit de grosses sommes dans les années 1910 et 1920 pour améliorer le réseau routier, ce qui va amener énormément d'emplois, mon cher Simon. Et puis, de ces emplois, de ces employés-là, de ces travailleurs-là, eh bien, plusieurs vont décider de rester
en Abitibi. Alors, c'est une première forme, justement, de colonisation, de sédentarité. Oui, c'est ça, une première vague interne d'immigration, on s'entend. Et puis, entre 1912 et 1924, il va y avoir 20 paroisses. OK, là, on parle de 12 ans, 20 paroisses abitibiennes qui vont être fondées. 1913, en Abitibi, on a compté, selon un recensement de cette époque-là, 329 habitants. Wow. Au début, 329, c'est pas beaucoup. 1920, 7 ans plus tard, 11 823 habitants. Fait, c'est très rapide. OK, c'est très rapide. Et puis, 3 villages vont devenir des villes très rapidement. Alors, des villes dans le fond, de 1000 habitants et plus, qu'on considérait des villes à cette époque-là, au début du siècle dernier. Amos, Macamic et Lassar qui vont devenir des villes après quasiment moins de 10 ans. Alors, voilà, mon cher Simon, c'était l'histoire de l'Abitibi, de la colonisation du Nord. Oui. Le Grand Nord. Alors, pour terminer, je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon, le patreon.com/SLTDH si vous voulez nous encourager financièrement. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Chronique historique en compagnie de Jérémy Rivard. Bien le bonjour, mon cher. Bonjour, mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va très bien. Après avoir fait l'historique des années 1800, mais surtout 1900, de la conquête de l'Abitibi du Nord, vers où nous emmènes-tu aujourd'hui? On revient au Témiscamingue. On va parler un peu d'Abitibi, OK, mais on va parler du Témiscamingue. La semaine dernière, mon cher Simon, j'ai parlé un peu de la démographie de l'Abitibi. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un épisode, une chronique complète, excusez-moi, de l'histoire démographique du Témiscamingue. Alors, on va partir des tout débuts, avant l'arrivée des premiers colons du Témiscamingue, et puis on va se rendre, dans le fond, quasiment jusqu'à aujourd'hui, je te dirais, mon cher Simon. Ou presque. Je vous amène, pour commencer, au 17e siècle. Alors, les années 1600, aucun colon n'est au Témiscamingue. Okay? Les premiers colons de la Nouvelle-France, si on peut dire ça. Il y a quelques dizaines de personnes sur le territoire québécois à cette époque-là, dans les années 1600, surtout dans la vallée du Saint-Laurent. Mais au Témiscamingue, eh bien, ce sont les Autochtones qui sont là, les Premières Nations. Alors, on dénombre à peu près, parce qu'il y a eu plusieurs quand même explorations. Je répète que même Samuel de Champlain s'est rendu, est passé, si on peut dire, par le Témiscamingue. Et puis, on aurait dénombré environ, OK, parce que c'est sûr qu'on n'a pas fait un recensement dans ce temps-là. Il y avait personne qui avait un clipboard dans le temps avec un crayon puis qui commençait à dénombrer tout le monde. Hein? Exactement. Alors, on estime environ à 800 personnes des Premières Nations qui étaient sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Okay? Là, c'est bien important, de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce qui n'est pas beaucoup, quand même. Non, mais parce qu'on a un territoire très vaste. Exactement, mais en même temps, comme j'ai dit, on estime. Oui. Alors, c'est une estimation, peut-être c'est 1000, 2000, 3000, mais selon les estimations, c'est 800. Et puis, c'est ça, ces Premières Nations-là étaient surtout situées autour des lacs Témiscamingue, Abitibi, Victoria, et près de Kitsakik, et près du lac à la Truite. Alors, c'était surtout dans ces endroits-là où est-ce que les Algonquins étaient situés à l'époque. 1871. OK, 1871, si vous avez suivi les dernières chroniques historiques, quand on parle 7 ans avant le frère Moffett. À peu près, OK, ouais, avant le frère Moffett. Il y a quelques travailleurs forestiers qui sont ici, OK? On parle d'environ 351 personnes, là je parle du Témiscamingue, 351 personnes, dont 82 travailleurs forestiers ou colons, OK? EDH ou colons, OK? Alors, ça fait 269 Algonquins qui sont sur le territoire du Témiscamingue à l'époque. 20 ans plus tard, 1891, ça fait 5 ans que Ville-Marie existe environ. Eh bien, au Témiscamingue, on compte 1072 personnes. Wow! Okay? Y compris, justement, les membres des Premières Nations. Oui. Alors, 1072. 10 ans plus tard, en 1901, 6469.
C'est exponentiel. C'est quand même beaucoup, là. Oui, c'est quand même très rapide. Ben Puis oui. comme tu dis, c'est exponentiel. En dedans de 10 ans, là, 6 fois plus de gens, c'est quand même extraordinaire. 10 ans plus tard, 8526. Alors, on est en 1911, OK? 8526 personnes sur le territoire du Témiscamingue. Oui. 1921, 11 662. On se rapproche Ça monte, là. Oui, on se rapproche de la population qu'on a aujourd'hui, là. Et puis, entre 1886 et 1921, il va y avoir 15 villages de fondés. OK? On peut parler de Fabre, Ville-Marie, Lorrainville, Lavernochère, etc. Il y en a une quinzaine environ qui sont fondés. Les années 1910, c'est le début de la colonisation de l'Abitibi, comme j'ai parlé la semaine dernière. Alors, entre 1913 et 1920, la fameuse zone du chemin de fer, Lassar-Amos Center, qui passe, comme j'ai dit la semaine dernière, de 329 à 12 000 habitants, OK, en dedans de 7 ans. Les raisons, la foresterie, bien sûr, les routes, l'agriculture. 16 villages vont être construits dans le fond, le long du chemin de fer transcontinental en Abitibi. Entre 1920 et 1930, la population passe de 12 000 à 19 700. OK? Là, j'englobe l'Abitibi, pas l'Abitibi, mais c'est dans le fond, le Témiscamingue, excuse-moi, de 12 000 à 19 700. Donc, on a dépassé la population actuelle du Témiscamingue. Exact, parce qu'il y avait plus de monde à l'époque. Oui. OK? Puis là, il y en a eu plus par après, mais... on n'est pas développé comme aujourd'hui avec les maisons partout, puis défrichées, puis tout. Là, on est encore un peu... façon de parler, somme toute, dans la brousse, même s'il y a quelques défrichements de fait, là. Et puis dans les années 1920, 1930, 1940, il y a des endroits au Témiscamingue que c'était des terres agricoles qui, aujourd'hui, peut-être vous passez en auto à côté d'une forêt, puis que c'était une terre. Oui. Ça me fait penser à mon grand-père qui restait, dans le fond, qui était élevé à Guérin. C'est arrivé à Guérin, je crois, dans les années 30 environ. Et puis, lui, il restait, dans le fond, sur le chemin de la... comment on appelle ça? Le rang de la bleuetière de Guérin, c'est ça? Oui. Puis aujourd'hui, c'est du bois, là. Mais il y avait une terre là, puis il y avait plein de monde, il y avait plein de familles, etc. Là. Et puis, 22 autres villages sont fondés pendant cette décennie dans l'Abitibi-Témiscamingue. Je reviens à ça. Les années 1930, le boom minier le long de la faille de Cadillac, que j'ai déjà parlé. Alors, Cadillac, dans le fond, la faille de Cadillac, on parle de Rouyn, on parle de Val-d'Or, Malartic. Alors, ce boom minier-là va amener beaucoup d'immigrants, oui. OK, pour le travail des mines. Et puis, ça va être l'objet d'une prochaine chronique, mais en septembre, mon cher Simon, parce que je vais parler de l'immigration qui venait surtout de l'Europe de l'Est. Alors, on parle d'Ukrainiens, de Russes, de Polonais, de Roumains qui sont venus ici à cause que, justement, dans leur pays, ça n'allait vraiment pas bien. Non. OK? Alors, on va en parler plus tard. Alors, ils préféraient venir ici en Abitibi-Témiscamingue pour se refaire une vie. Alors, on va continuer la semaine prochaine, mon cher Simon, mais sur un autre sujet, OK? Parce que la semaine prochaine, nous allons parler des vacances. Parce que la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices, c'est la dernière chronique historique avant l'été. Alors, on va parler de l'historique. D'où viennent les vacances, mon cher Simon? On va en parler la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard. Bonjour, Jérémy. Bon matin, mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va très bien. Aujourd'hui, tu nous amènes dans un sujet que plusieurs adolescentes aiment beaucoup, et j'ai nommé les vacances. Oui, et certains professeurs aussi, je dois te l'avouer, mon cher Simon. Ah, d'après moi, dans la jante enseignale, même si ça se dit pas, là, ça doit être assez populaire aussi. Oui, on les attend de ce temps-ci, mon cher Simon. On les espère. Oui, on les espère, on les voit arriver, hein, comme une lumière au bout du tunnel. Et ce n'est pas un train? Ah, c'est ça. Non, le train est déjà passé. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, pour la dernière de la saison, quasiment
On a fait quasiment 50 en ligne. Hey, ça n'a pas de bon sens. Quasiment un an. Je pense que j'ai manqué 2 semaines, dont il y a 2-3 semaines. Ça aurait fait 52. Là, ça aurait fait 52 chroniques. Mais on est rendu à la 49e. Alors, ça fait un an qu'on fait ça, toi et moi. Et en passant, je voulais dire aux auditeurs de la chronique historique, qui aiment la chronique historique, merci beaucoup. Il y a certaines personnes qui me disent qu'ils aiment beaucoup les chroniques. Alors, c'est très gentil. C'est très gentil. Mais... là, on va parler de vacances. Parce que c'est les vacances et puis il va y avoir 2 mois où est-ce qu'il n'y aura plus de chronique historique. On va revenir en septembre, est-ce que c'est ça? Oui. OK. Alors, on va parler justement d'où ça vient, tu penses, les vacances, mon cher Simon? Est-ce que ça date de la préhistoire, tu crois? Ou, comme l'impression que ça punchait pas des filles de Caleb là, dans le temps. Là, non, je pense qu'il n'y avait pas grand vacances dans ce temps-là. Non, c'est ça. J'ai l'impression que le petit 2 semaines d'été, là, c'était pas mal sur le bras. Là. Exactement. Mais il existe des vacances pour les écoliers, tiens-toi bien, depuis les années 1200. Ben voyons donc, si tôt que ça. Si tôt que ça. J'ai été vraiment surpris. Quand j'ai fait mes quelques recherches pour savoir d'où viennent les vacances, le 13e siècle. Au 13e siècle, le pape Grégoire IX, Grégoire IX, accorde des vacances d'1 mois aux écoliers, dans le fond, aux enfants qui vont à l'école, parce que c'est pas répandu tant que ça. Non. 1 mois, des vacances d'1 mois aux écoliers pour aider leurs parents à la ferme. Et c'était c'est pas vraiment des vacances. Des vacances d'école. En fou en 12-13 ans, là, ça devait pas être mais des petits job-in à la quincaillerie tranquille. Mais là, non, c'est ça, mais on parle du 13e siècle. Oui. Mais le pire, c'est que même aujourd'hui, il y a certains jeunes qui finissent l'école et qui vont travailler à la ferme, soit de leurs parents. Exactement. Qui sont employés. Qui refont tout ça là, presque que 900 ans après. Là. Exactement. 700-800 ans après. Mais c'est un peu le même principe. Les vacances d'été, oui, il y a une partie, selon la croyance, moi j'avais déjà entendu ça, que les vacances des écoles, c'était pour que les jeunes aillent travailler dans les fermes. Oui et non. Okay. Il y a une partie que c'est ça, que c'était pour aller travailler à la ferme, parce que l'été, c'était le temps des semences et des récoltes. Oui. Et puis, à cette période-là de l'année, eh bien, les parents avaient besoin de leurs enfants à la maison pour faire les foins. Okay? Quand t'en as 7, 8, 10, 12 d'emporter, là, ça peut être extrêmement pratique, ces paires de bras-là, pour travailler dans Alors, l'école. L'été, on en a besoin. L'hiver, prenez-les, amenez-les à l'école. Mais l'été, on en avait besoin. L'idée de vacances n'existe pas vraiment, dans ce temps-là, mais les dates importantes du calendrier religieux demeurent quand même des jours de repos. Noël, il n'y a pas d'école. Pâques, et là, on peut parler de tous les jours, les jours religieux. Alors, déjà, à cette époque-là, il n'y a pas de vacances. Le mot n'existe pas vraiment, mais c'est des congés. Quand même pour tout le monde, je dis. C'est l'ancêtre de la PE, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est des PE. C'est avec l'industrialisation au 19e siècle qu'on voit apparaître l'idée des vacances. Et puis, je vous mets un peu le contexte de l'industrialisation. Les gens travaillent des heures de fou. Des fois, ça peut aller à 60, 70, 80 heures par semaine. On a le dimanche de congé parce que c'est le jour du Seigneur. Mais à part de ça, tu travailles ton 12, 15 heures par jour. Et puis, oui, je sais qu'en ce moment, il y en a des gens qui se disent dans leur auto, mais moi aussi, je travaille 12 heures par jour. Mais aujourd'hui, on a des syndicats. Il y a des meilleures conditions de travail parce que dans ce temps-là, eh bien, il y a des enfants de 5 ans qui sont engagés dans des usines pour aller réparer des machines pendant qu'elles marchent encore. Oui. Okay? Alors, c'est vraiment pas le même contexte. Alors là, on commence à parler de vacances dans le syndicalisme, dans les balbutiements du syndicalisme. On se dit, on est fatigué, on est brûlé, faudrait avoir un congé, des vacances. Alors, des jours qui restent vacants, alors des vacances. Alors, comme j'ai dit, c'est un travail très demandant dans ce temps-là. On voit apparaître les premières colonies de vacances, les fameux camps de jour. Oui. Les premières colonies de vacances un peu partout en Occident après la Première Guerre mondiale. Avant ça, il n'y a pas vraiment de camp de jour. Fatima, tout ça, là. Exactement. Mais pas après la Première Guerre. Non, c'est ça. Un peu, je pense. Ouais, c'est ça. Après. Non, mais dans le fond, les colonies de vacances, là, tu sais, c'est pas le camp de jour. Je veux dire, tu sais, oui, on peut dire que c'est des camps de jour, mais c'est que t'envoies tes enfants des semaines à un endroit.
ils restent là et puis ils te reviennent. OK? Fait que moi, je sais pas si, si je ferais ça, mais aux États-Unis et en Europe, c'était très populaire, les camps de jour. C'était très, très, très populaire. Les parents qui ne sont pas agriculteurs peuvent ainsi continuer à travailler et y envoyer leurs enfants. En 1946, le gouvernement Duplessis, alors le gouvernement québécois de Duplessis, vote une loi pour permettre à tous les ouvriers, OK, d'avoir les travailleurs syndiqués, d'avoir une semaine de vacances payées. Là, c'est la première fois qu'on entend ça. Puis là, tu me dis, ah wow, Duplessis payait les gens pour être en vacances. C'est lui qui est la grande noirceur, etc. Eh bien, je t'apprendrai, mon cher Simon, que dans les années 1870 à peu près, 1860, 1870, en Europe, on le faisait. OK, fait qu'on était en retard de quasiment 70 ans. Ben oui. OK, fait que c'était normal, c'était une demande. C'était un dû. C'était un dû. Alors, 1946, une semaine de vacances. 1971, le Québec instaure ce qu'on appelle aujourd'hui les vacances de la construction. Oui. OK? Les fameuses vacances de la construction qui sont les deux dernières semaines de juillet. À cette époque-là, énormément de travailleurs sont dans les divers domaines de la construction et aussi, bien sûr, les épouses et les maris de ces travailleurs ou travailleuses-là qui sont dans la construction. Et puis, aujourd'hui, c'est près de 30% du Québec, okay? 30% des gens qui travaillent au Québec qui prennent leurs vacances dans les vacances de la construction. Une personne sur 3 est en vacances les 2 dernières de juillet, ce qui est énorme. Oui. Alors, c'est vraiment la plus grosse période de vacances au Québec. Et puis, pourquoi qu'on a dans le fond, beaucoup de gens en vacances. Il y en a qui prennent leurs vacances dans les vacances de la construction, mais ils ne travaillent pas dans la construction. Ben, c'est parce qu'ils peuvent être mariés avec un charpentier, exemple, donc ils vont synchroniser leurs vacances avec cette personne-là. Aussi, mais c'est aussi pour harmoniser le temps des vacances pour tous. Alors, souvent, les employeurs vont conseiller les vacances de la construction pour prendre les vacances pour les employés. Certaines entreprises, même, parfois, peuvent dire « on ferme une semaine ou 2 » pour que tout le monde soit en vacances. Alors, on voit ça de plus en plus. Alors, c'était l'histoire, une courte histoire des vacances, mon cher Simon. Je veux te remercier. Ça fait super plaisir. Pour ces quelques 50 chroniques historiques. Ça a été un plaisir. Ouais, c'était vraiment le fun. Et puis, sache, mon cher Simon, que je vais revenir au mois de septembre avec grand plaisir. On recharge les batteries et on se retrouve en septembre, mon cher. Yes. Merci. Chronique historique de retour sur les ondes de CKVM. Et qui dit chronique historique dit historien en herbe préféré de CKVM. Je parle de Jérémy Rivard. Bien le bonjour. Bien le bonjour, mon cher Simon. J'avais hâte de réentendre mon sobriquet d'historien en herbe. Ben, ça fait toujours plaisir, effectivement, de pouvoir te nommer de cette façon-là parce que... J'adore ça. On le sait que tu es passionné d'histoire et on est toujours content d'en entendre parler avec toi. Absolument. En ce début de nouvelle programmation, on parle d'un sujet extrêmement léger. Très léger. On passe au soft. On passe au soft. On va parler de meurtre. Oui, exactement. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est une série, pas une série, mais plusieurs meurtres se sont déroulés en même temps, si je peux dire, la même journée. Okay. C'est les meurtres du Snake Creek. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, le Snake Creek? Non, jamais. Ça m'est complètement étranger. OK. Ben, à la fois, le Snake Creek, c'est pas directement sur le territoire témiscamien, mais c'est à cheval entre le territoire de Témiscamingue et de Mattawa. Hein? Okay. C'est c'est près de justement la rivière des Outaouais, etc. Alors, ça fait un peu, chronique historique témiscamienne / Ontario. Fait qu'on reste dans le... On reste dans notre créneau. Hein, écoute, on est tellement collé en plus sur l'Ontario qu'on est pas. On est une région québécoise / nord-ontarienne. Exactement. C'est ça. Exactement. Et je tiens à préciser que cette chronique-là, cette idée de chronique, ça vient pas de moi. Ah non? Ça vient de Danny Harpin. Okay, que je salue en passant, qui m'a dit pendant la foire gourmande qu'il était un fidèle des chroniques historiques. Et puis, il m'a parlé de ça. T'as-tu entendu parler de l'histoire du Snake Creek? Puis là, j'ai dit oui, mais ça doit faire 2 ans. Quand je restais, mais quand je travaillais à Témiscamingue, il y a un de mes élèves qui m'avait parlé de ça pour en faire un sujet de podcast à l'école. Et puis, finalement, on l'a pas fait.
parce Donc, que c'est ça vaut un la peu peine de le violent. faire aujourd'hui Ouais, c'est ça. pour pouvoir en parler, justement. Exactement. Et puis, c'est ça, il m'a un peu remémoré cette histoire-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Ça se passe en 1917. OK, ça fait quand même longtemps. Dans une ferme aux abords du Snake Creek, comme j'ai dit, qui est près de Mattawa. Et puis, il y avait un jeune homme qui s'appelait Aurel Veillette. OK? Est-ce que tu connais quelqu'un du nom de Aurel? Non, Non? j'ai fait Ben, on un les secondaire salue. avec un Aurel Veillette, mais je pense pas que c'est lui. Là, OK, en tout cas, tous les Aurel du Témiscamingue, on vous salue. Oui. Alors, Aurel Veillette, qui est un jeune homme, fin adolescence, etc., tombe amoureux de sa sœur adoptive. OK? Parce qu'il faut savoir que Aurel Veillette était hébergé chez une famille, dans le fond, qui l'avait un peu pris sous son aile, qui était un peu une famille adoptive. Mais là, il va tomber amoureux de la fille de ses parents adoptifs. Et puis le père, qui s'appelait Paul Morin, est complètement en désaccord avec cette union-là. Complètement. Il n'était pas question qu'il donne la main de sa fille à ce cher Aurel Veillette. Absolument pas. Et puis, dans le fond, le jeune Veillette, qui va partir en trombe, va quitter les Morins pour aller travailler dans une ferme voisine, OK, de la ferme des Morins. Le 8 août 1917, il décide de se venger de Paul Morin parce qu'il n'a pas oublié cet amour inconditionnel qu'il a pour sa sœur adoptive, dois-je le rappeler. Alors, il va se rendre chez un autre voisin qui s'appelait Delphis Gauthier et puis il va lui emprunter une carabine. Okay? Je ne sais pas le calibre, Simon, je ne suis pas vraiment connaisseur là-dedans. Va lui emprunter une carabine en prétextant qu'il en a besoin pour aller chasser. Ah. Alors, là, ça se tient, tu sais, en 1917. Là. Exactement. Alors, ce bon Delphis va dire pourquoi pas, Aurel, voilà ma carabine et puis va à la chasse, mon cher. Et puis là, c'est là que le malheureux incident, les événements malheureux vont arriver. Aurel Veillette va retourner chez les Morins et puis va arriver sur le terrain. Paul Morin va sortir de la maison, va se faire abattre de sang-froid par Aurel Veillette. Et puis là, le plus triste, c'est triste comme histoire, mais le plus triste, c'est que par après, quand on a entendu un coup de feu, le jeune garçon d'à peu près 4-5 ans de Paul Morin va sortir de la maison en disant « Papa, qu'est-ce qui se passe? » Et puis, Aurel Veillette va abattre le jeune garçon qui s'en venait vers son père. Et puis, c'est ça, la femme de Paul Morin s'est rendue à son tour auprès de son mari et de son fils. Et puis, Veillette va tirer aussi dans sa direction et puis il va l'atteindre au bras. Et puis, il va prendre la fuite. OK? Madame Morin ne va pas succomber. Et puis, après ce troisième coup de feu, Aurel Veillette va prendre la fuite et puis il va se sauver. Il va être attrapé et puis jugé. OK? J'espère. Hein? Et puis, il va être reconnu coupable de meurtre et puis il va purger une peine d'emprisonnement à vie à la prison de Saint-Vincent-de-Paul. OK? Mais il faut dire qu'au début, Aurel Veillette était condamné à mort. La peine de mort existait encore dans ce temps-là. Oui. Faut le dire, là, au Québec et puis en Ontario. Mais finalement, la Cour suprême va s'en mêler puis va dire non, c'est pas la peine de mort. Bien, on s'entend, c'est grave comme geste, on s'entend, mais quand même va transférer la prison à vie à la place. La prison à vie à la place. Alors, c'était la triste histoire des meurtres du Snake Creek. C'est pas mal les seules informations qu'on a, mon cher Simon, parce que c'est une vieille histoire. C'est certain que c'est pas une histoire qui s'est passée dans la grande région métropolitaine. Alors, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Alors, c'est tout ce qu'on sait sur les meurtres du Snake Creek qui se sont passés près de Mattawa. Merci beaucoup, mon cher Jérémy. C'est le fun de découvrir certaines petites parcelles de l'histoire, même si elles sont... Qui sont méconnues. Extrêmement malheureuses, mais qui sont méconnues, effectivement, de notre Témiscamingue élargi. Hein? Absolument. Et puis, je promets que la semaine prochaine et puis les autres semaines, ça va être plus léger. OK? On est plus soft, mais pour de vrai. C'est ça. Ce sujet-là, j'étais en forme, mais c'était après la foire gourmande. J'étais bien reposé de mon été. Et puis, j'ai décidé d'y aller comme ça. Désolé pour ceux qui en ont été shakés, comme on dit, n'est-ce pas? Alors, voilà. Alors, les annonces habituelles, je reprends ça comme l'année dernière. Alors, pour visiter la page Facebook de Sur la Terre des Hommes, je rappelle que ces chroniques historiques-là, c'est à cause que je fais un podcast d'histoire, n'est-ce pas?
Eh bien, et aussi parce qu'on est amis, mon cher Simon, tu Oui, m'as approché, mais quand Je connais même, ça un peu. tu sais. on se connaissait un petit peu. Hein? Alors, la page Facebook du podcast Sur la Terre des Hommes, et puis notre Patreon, si vous voulez nous encourager à hauteur de 2$ par mois, vous pouvez visiter le patreon.com/SLTDH. Et puis la semaine prochaine, on y va plus soft, comme j'ai dit tantôt, et puis on s'en va dans le merveilleux monde des écoles. À la semaine prochaine, Simon. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard. Bien le bonjour. Ben, bon matin, mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va très bien. Super. Tu nous amènes dans quel univers ce matin? Ce matin, la semaine dernière, je me suis rendu compte en préparant cette chronique-ci que j'ai pas beaucoup parlé du rôle des femmes dans la colonisation. Okay? Et plus précisément dans la colonisation de notre territoire, le Témiscamingue. Oui. Et puis voilà qu'aujourd'hui, j'avais dédié une chronique à nos ancêtres féminines, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, qui ont travaillé aussi fort que les hommes dans cette conquête du territoire témiscamien et abitibien. Et conquête, c'est peu dire, parce qu'effectivement, avoir le territoire avant que le monde arrive, on appelle plus ça juste défricher, on appelle ça la conquête. Conquête du territoire. Parce que dans certaines chroniques l'année dernière, j'ai beaucoup parlé des hommes, hein, les bûcherons, les draveurs, les travailleurs, les agriculteurs, les métiers d'hommes. Mais savais-tu, mon cher Simon, que les femmes faisaient le même travail que ces hommes-là? Évidemment. Une partie de l'année. Oui. C'est certain. OK? Les femmes, à cette époque-là, il faut se dire que premièrement, que les hommes, l'été, pour la majorité d'entre eux, sont des agriculteurs. Oui. OK? Et puis, quand l'automne arrive, l'hiver, où est-ce que ces hommes-là s'en vont? Dans le bois. OK, ils s'en vont dans le bois pour bûcher. Alors, ils sont bûcherons. Là, je dis pas la majorité, je dis pas tous les hommes, mais quand même une majorité d'hommes s'en aillent dans le bois. Et puis, pendant ce temps-là, qui doit s'occuper de la maison? Qui doit s'occuper de chauffer la maison? Qui doit s'occuper des enfants qui, honnêtement, dépassent souvent le nombre de 10? OK? Eh bien, ce sont les femmes. Et puis, comme j'ai dit, dans le fond, les femmes s'occupent des enfants, mais ont aussi l'aide de d'autres femmes. Et puis là, je parle bien sûr souvent de la grand-maman, des tantes, que ce soit des grandes tantes ou des sœurs qui vont venir aider la mère qui est au foyer. Souvent, c'est une sœur qui est pas encore mariée, qui a le temps de venir aider. Et puis, quand les enfants sont assez grands, mais bien là, peuvent eux aussi aider leur mère à s'occuper de la maison. Et là, quand je dis pas évident, dans le sens que c'est évident que souvent les plus vieux enfants étaient aussi enclins plus tard à partir en famille rapidement, parce que quand tu t'es occupé de tes frères et sœurs rapidement, à l'âge de 7, 8, 9, 10 ans, tu gardes tes petits frères, petites sœurs. C'est sûr que rendu à 15, 16 ans, quand tu pouvais être apte à te marier là, pour les jeunes femmes... Oui, parce que dans ces années-là, c'était courant qu'à 16, 17 ans, ça se mariait. Les jeunes filles partir en famille, pour eux autres, c'était pas de l'inconnu. Ils étaient déjà en train de s'occuper de leur propre famille. Ben, ils étaient conditionnés. On est à une autre époque. On parle du 20e siècle jusqu'aux années, peut-être, on va étirer ça jusqu'aux années 1960-70. C'est une autre société, la société québécoise. C'est vraiment une société où est-ce que l'homme est à l'extérieur et la femme reste à la maison. Et l'abondance des enfants, surtout, qui est très différente. Oui, on a des bonnes familles encore aujourd'hui, 2, 3, 4 enfants, mais on est très loin du 10, 12, 15 des années précédentes. Là. Exactement. Puis il faut dire qu'aujourd'hui, oui, on a des familles avec qui peuvent avoir 6, 7, peut-être même 10 enfants. Il y en a beaucoup qui peuvent avoir ce nombre d'enfants-là, mais il faut dire que l'école est obligatoire. La femme peut aller travailler, contrairement à cette époque-là. Là, je vous amène au début des années 1900. À 1900-1920, là, c'était principalement les femmes restaient à la maison. Et puis, ça va changer au cours des années. Comme j'ai dit, jusqu'aux années 60-70, si je prends, mettons, l'exemple de chez mon père. Hein, tu connais Rémi? Ben oui.
Eh bien, Qu'on salue chez aujourd'hui. eux, oui, qu'on salue, sûrement qu'il est à Montbéliard aujourd'hui, mais peut-être qu'il nous entend. Eh bien, chez eux, il était 11 enfants, OK? Et puis comment ça s'est... comment on dirait ça, dispatcher les enfants. C'est que j'ai eu le premier enfant était un oncle, et puis après ça, il y a eu 5 filles. OK? Et puis après ça, est arrivé mon père. Alors, lui, il a été chanceux d'avoir toutes ses sœurs qui étaient après lui pour s'occuper de lui, etc. Mais aujourd'hui, on voit quasiment plus ça. Pour revenir à ça, revenir au début du siècle et de l'évolution des mentalités, il faut le dire, on va constater dans les années de guerre, OK? Première guerre mondiale et surtout Deuxième guerre mondiale, il va y avoir un changement de mentalité, OK? Parce que pendant ces guerres-là, surtout la Deuxième Guerre mondiale, les hommes sont partis à la guerre. Et puis, qui va s'occuper soit de la ferme ou bien, si on parle des grands centres, que ce soit à Montréal, etc., qui va s'occuper de prendre la place du mari à l'usine? Oui, qui va C'est aller les travailler? femmes. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui vont faire ça. Et puis, c'est là qu'on va réaliser que les femmes sont capables de grandes choses, sont capables de faire le même travail que les hommes. Alors, c'est pour cette raison-là qu'il va y avoir ce qu'on appelle les suffragettes. OK, les suffragettes. Est-ce que je vois ton visage, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce nom-là? C'est un mot qui me donnerait beaucoup de points au Scrabble, mais dont je ne connais pas encore la signification. Alors, suffragette, dans le mot suffragette, on a suffrage. Oui. OK? Dans la première moitié du 20e siècle, les femmes n'ont pas le droit de vote partout au Canada et au Québec. OK? Là, on parle de 1918 pour le vote au fédéral. Et puis, dans ces années-là, 1918 jusqu'en 1922 au Canada, le vote au provincial va être octroyé aux femmes pas mal dans toutes les provinces canadiennes, mais sauf une, le Québec. OK. Il va falloir attendre jusqu'en 1940. C'est ce que il me semblait que c'était plus proche de 1950. C'est loin, là. Vote, oui. C'est vraiment loin. Alors, très loin. C'est très loin. Comparativement, si on parle de l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, des années début 20, là, le vote au provincial est octroyé, mais le Québec, 1940. OK? Et puis, ça rentre dans les années que je t'ai dit, que les années de la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce que là, on va donner le droit de vote aux femmes. Et puis, les suffragettes, pour revenir à ça, les suffragettes étaient, justement, c'était un mouvement féministe pour, dans le fond, pour dire que les femmes, pour demander le droit de vote, tout simplement, que de dire qu'on peut voter comme tout le monde, on est des adultes, comme les hommes. On a le pouvoir de penser, etc. Donc, allons-y. C'est quand même drôle de dire qu'en 2022, tu sais, en 2022, on pense à ça, ça remonte à là 60, 70 ans, que les femmes ont dû se battre pour dire « Hey, on a une conscience, on a une liberté de penser, on est des êtres humains comme vous autres, on a le droit de voter. » Et c'est hier, dans l'histoire, là, Simon, là, c'est hier, ça. C'est pas si vieux, 70 ans, c'est hier, comme tu le dis. Tu sais, je te dis pas que ça a raison d'être, au contraire, ça aurait dû être égal depuis le début de la création de l'humain. Exactement, oui. Ça aurait fait 400 ans, tu te dis, OK, ça a évolué, puis ça fait un petit bout. 70 ans, c'est vraiment proche. Là. Exactement. On parle d'il y a 70 ans, mais laissez-moi, là, je vais revenir aux auditeurs qui sont là pour la chronique historique, mais il faut dire qu'en 2022, on parle de ça n'a pas d'allure, là, 70 ans, patati patata. En 2022, les femmes gagnent toujours moins que les hommes. Oui. Environ 200 $ de moins que les hommes. Lorsqu'il y a séparation, c'est surtout la mère qui va prendre en charge les enfants, donc souvent, dans certains cas, devient mère monoparentale. Alors, il y a plus de mères monoparentales que de pères monoparentales. Oui. Deuxième chose. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. OK, encore aujourd'hui, et puis mesdames, continuez à vous battre. Pour l'histoire, pour le bien commun, il faut continuer à se battre du côté des femmes, c'est certain. Alors, c'était cette petite chronique du jeudi, mon cher, un petit peu plus longue, hein, on s'est emporté. Alors merci mon cher Simon de m'accueillir encore ce matin.